Oui, bonjour chers collègues et merci d'être là de bonne heure et de bonne humeur, hein, c'est le cas de le dire, il est quand même encore assez tôt. Alors d'abord, information pratique, le canal pour parler orateur en salle c'est le 0, le canal 1 c'est le français, le canal 2 c'est l'anglais, selon un bon classique. Je vais commencer non seulement en saluant avec grand plaisir Monsieur le Président Werner Hoyer, qui connaît bien notre maison, qui connaît bien effectivement, Monsieur le Président, cette commission. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir dans cette commission. Je remercie aussi les eurodéputés qui sont avec nous. Je vois Madame Grossetête. Et puis effectivement, je crois que quelques collègues vont nous rejoindre. Oui. Allemand. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Oui, oui. Mais c'est vrai que allemand. Voilà. Donc je rectifie. Vous serez soit en allemand, soit en français. Ce qui effectivement est encore mieux. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Monsieur le Président, nous nous réjouissons d'autant plus de votre présence ce matin que nous savons que vous avez un emploi du temps chargé et que nous consacrer quelques instants, c'est fondamental pour nous qui sommes ceux qui, au sein de l'Assemblée nationale, essayons de travailler sur les sujets européens et de valoriser, l'importance de l'Union européenne auprès de nos collègues députés français. Je salue aussi la présence du vice-président Philippe de Fontaine-Vive et bien sûr des membres de votre cabinet. Le rôle joué par la BEI a à nouveau été mis en lumière en juin dernier à l'occasion de l'adoption du pacte pour la croissance et l'emploi. Et notre commission souhaite aujourd'hui connaître mieux l'action de la BEI, justement, ses projets et le contexte dans lequel elle évolue, d'autant que nous avons eu depuis un nouveau conseil, que nous en attendons bientôt d'autres, celui de fin novembre et surtout celui du mois de décembre, qui devrait, me semble-t-il, mettre encore en lumière le travail de la Banque européenne d'investissement. Nous avons des rapporteurs sur le pacte de croissance et de l'emploi qui vont peut-être arriver, M. Razi Hamedi et M. Arnaud Richard, et qui, bien entendu, seront d'autant plus attentifs à vos propos et auront sans doute des questions plus spécifiques à poser. Mais bien entendu, je vais commencer par quelques questions générales au nom de l'ensemble de la Commission. Et ensuite, bien sûr, une fois que vous nous aurez fait un premier exposé, mes collègues en viendront à leurs questions particulières. Et vous allez voir, dans cette commission, nous sommes extrêmement curieux. Vous l'avez vécu il y a quelques années. Vous verrez que le niveau de curiosité est toujours garanti dans cette commission. Alors, pour ma part, donc, sur les points généraux, je voudrais d'abord que vous puissiez nous éclairer sur les missions de cette Banque européenne d'investissement. Dans quel sens pourrait-elle évoluer? Quelles sont les relations de la BEI et des grands fonds internationaux, en particulier les fonds souverains? Et envisagez-vous des cofinancements avec les fonds souverains? Ça, c'est sur les project bonds, dont vous savez qu'ils nous occupent beaucoup, qu'ils nous préoccupent beaucoup en France à la suite du président de la République. Pourriez-vous nous présenter simplement et précisément leur mode de fonctionnement? Nous ne sommes pas tous des financiers émérites et je pense que nous avons besoin d'être éclairés encore et nous indiquer les effets leviers que pourrait permettre ce système. Quels projets ont déjà été identifiés? Quel état d'avancement de ces projets? Quels moyens avez-vous ou pouvons-nous encore mobiliser? Quel montant? Dans quelle mesure est-ce une alternative intéressante au budget européen? Et quelles sont les perspectives réelles de développement de ces outils? Enfin, comment aideront-ils, ces outils, l'indispensable transition écologique de nos économies? En tant qu'écologiste, vous comprenez, Monsieur le Président, que c'est un sujet et une question qui m'est chère et qui me paraît très centrale et que nous travaillons ensemble ces temps-ci. Quelle est votre position sur la mise en place d'un budget européen propre à la zone euro? Nous avons eu déjà plusieurs débats. Par exemple, M. Lamassoure est beaucoup reparti, que vous connaissez sans doute, est beaucoup reparti sur cette logique-là. Et puis, cette zone, ce qu'a proposé le président Van Rompuy ou les project bonds, les eurobonds, vous le savez, sont défendus ici par la majorité nouvelle dans notre Assemblée. Est-ce que c'est un sujet qui, au niveau de la BEI, est un sujet tout aussi considéré comme tout aussi important que nous le jugeons ici? Enfin, une question plus sociétale.
vous avez une présidente, Monsieur le Président, donc ça ne va peut-être pas vous étonner, qu'on étende la parité à la BEI, sachant que nous connaissons les soucis de la BCE et que moi et quelques-unes de mes collègues ici présentes avons l'impression que malheureusement, ce qu'on appelle toujours le plafond de verre par rapport aux femmes est encore bien présent et qu'il est toujours extrêmement difficile de penser qu'une femme égale un homme dans certaines instances décisionnaires, que ce soit au niveau de l'Europe ou que ce soit d'ailleurs au niveau de la France. Je crois que malheureusement, peu de pays y échappent. Voilà mes premières questions, Monsieur le Président. Nous allons vous écouter avec beaucoup de plaisir et d'attention. Puis ensuite, mes collègues vous en poseront d'autres. J'en ai quelques-unes en réserve aussi d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. C'est avec beaucoup de plaisir que je me trouve aujourd'hui devant vous. J'avais déjà eu l'honneur d'être convié par votre commission il y a quelques années lorsque j'étais ministre des Affaires européennes et collègue parlementaire de mon pays, et j'en garde un excellent souvenir. C'est aujourd'hui en ma qualité de président de la Banque européenne d'investissement que vous m'avez invité. Je suis accompagné de mon collègue ami Philippe de Fontaine-Vive, vice-président de la BEI, chargé notamment de nos opérations en France, de nos opérations méditerranéennes et de nos prêts dans le secteur de l'innovation et des nouvelles technologies. Comme vous le savez, la BEI est la banque de l'Union européenne. Elle appartient aux 27 États membres de l'Union et elle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'économie européenne en finançant aussi bien nos infrastructures de transport ou d'énergie, nos petites et moyennes entreprises que nos centres de recherche et de développement. Et un quart de nos efforts vont dans la domaine du climat et de l'environnement. Dans ce contexte, il est naturel que l'on se tourne vers la BEI lorsque l'on cherche des solutions pour tenter de sortir l'Europe de la situation économique difficile dans laquelle elle se trouve. Et je suis venu vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts à soutenir les projets qui contribueront de manière durable à la croissance, à l'emploi et de la cohésion régionale de l'Europe. Laissez-moi tout d'abord vous présenter brièvement l'institution que je préside. Je vais le faire en français, mais si vous le permettez, je vais bénéficier plus tard des services de la traduction pour répondre ensuite à vos questions. Merci beaucoup pour ça. La BEI a été créée en 1958 et son siège est à Luxembourg depuis 1968. Depuis sa création dans le traité de Rome, la BEI a consenti plus de 500 milliards d'euros de prêts en Europe, dont plus de 200 milliards au cours de ces 3 dernières années. Cette augmentation importante du volume de nos prêts au cours des 3 dernières années est la conséquence directe de la crise financière qui a frappé l'Europe à la suite de la débâcle de Lehman Brothers en 2008. Les banques étant affaiblies, c'est toute l'économie européenne qui s'est trouvée affectée par la diminution drastique des crédits et des investissements. La BEI est intervenue en soutenant les secteurs les plus durement touchés, comme par exemple le secteur de l'industrie automobile, ainsi que les petites et moyennes entreprises. En France, cette action s'est traduite par une augmentation temporaire du volume de nos prêts qui ont atteint 6,3 milliards d'euros en 2009, avant de revenir à des niveaux plus soutenables, proches de 5 milliards d'euros en 2010 et 2011. Cette diminution du volume d'activité est intervenue à un moment où une action inverse, contre-cyclique, devrait être nécessaire. Je suis convaincu que la Banque européenne d'investissement a un rôle à jouer pour la relance de l'économie européenne. Les actionnaires, les États membres, l'ont bien compris, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont demandé, dans le cadre du pacte de croissance adopté par le Conseil européen
du mois de juin dernier d'accroître le volume de nos prêts en faveur des projets créateurs d'emplois et de croissance. Pour ce faire, ils ont décidé d'augmenter le capital de la BEI par une contribution financière de 10 milliards d'euros, soit 1,6 milliards d'euros pour la contribution de la France. C'est une somme impressionnante. Le capital sur le bilan de la banque est 2032 milliards d'euros. Mais malheureusement, seulement 11 milliards de ces 232 sont vraiment payés. Ça veut dire que la décision du Conseil européen du mois de juin signifie doubler le capital payé, actuellement payé dans notre bilan. Et c'est un pas remarquable et nous sommes très heureux d'avoir l'occasion maintenant de changer le cours et de devenir ou redevenir contre-cyclique maintenant. Grâce à cette augmentation de capital, nous allons pouvoir accroître le volume de nos prêts d'environ 60 milliards d'euros sur 3 ans. Ces 60 milliards de prêts supplémentaires devraient générer 180 environ. Ce n'est pas possible de le dire précisément. Environ 180 milliards d'euros d'investissement au cours des 3 prochaines années supplémentaires. Concrètement, cela signifie que notre activité en France devrait augmenter de manière significative pour atteindre les 7 milliards par an au cours des prochaines années. Mon collègue Philippe de Fontaineville pourra vous donner plus de détails sur notre activité actuelle et future en France. Pour pouvoir prêter de tels montants, la BEI doit bien entendu être en mesure de se financer sur les marchés de capitaux. C'est très important de savoir. Il faut se financer sur les marchés de capitaux. L'année dernière, nous avons emprunté 76 milliards d'euros auprès des investisseurs, dont près de la moitié étaient des investisseurs non européens, ce qui fait de la BEI le plus gros émetteur non souverain au monde. Grâce à notre notation AAA, nous pouvons nous financer à des taux attractifs, taux que nous répercutons dans une large mesure à nos emprunteurs. La valeur ajoutée par la BEI est donc principalement financière. Les taux d'intérêt et les maturités de nos prêts vont au-delà de ce que peuvent offrir les banques commerciales. Mais cette valeur ajoutée est également non financière, grâce à l'expertise de nos équipes et aux excellentes relations que nous entretenons avec les autres institutions européennes, ainsi qu'avec les institutions financières de nos États membres. Nous sommes en mesure de conseiller nos emprunteurs, de les aider à monter des projets bancables et de les accompagner dans leur démarche afin d'obtenir les financements sur le fonds structurels auprès de la Commission européenne. Nos États membres nous ont également demandé de lancer, en collaboration avec la Commission européenne, une phase pilote de financement de projets par les émissions d'obligations. Cette initiative, connue sous le nom Project Bonds Initiative, a pour objectif d'attirer des investisseurs institutionnels tels que les compagnies d'assurance ou les fonds de pension, afin qu'ils affectent une partie de leurs ressources à long terme au financement de projets d'infrastructures de grande dimension dans le secteur des transports, de l'énergie et des réseaux à haut débit. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'eurobonds. Les project bonds ne sont pas des obligations communes émises par la Commission ou par la BEI. Ce sont des obligations émises par une société chargée de réaliser et d'exploiter un projet particulier et qui sont souscrites par des investisseurs institutionnels, notamment car elles bénéficient
d'un rehaussement du crédit, une sorte de garantie fournie conjointement par la BEI et la Commission européenne. La Commission a affecté à cette phase pilote une enveloppe de 230 millions d'euros. Grâce à cette enveloppe, nous espérons pouvoir émettre des garanties en faveur de projets prioritaires représentant un montant total d'environ 4 milliards d'euros. On peut s'attendre à ce que la France bénéficie largement de cette initiative et je note que plusieurs projets susceptibles d'être financés avec les Project Bonds Initiative ont déjà été identifiés dans votre pays. Là encore, le vice-président de Fontaine-Vive pourra vous en dire davantage. Laissez-moi conclure cette brève introduction pour vous dire que la BEI est prête à jouer son rôle d'institution financière de l'Union européenne et à financer les secteurs de notre économie qui nous semblent le mieux à même de créer les emplois de demain et générer une croissance durable. La BEI ne peut toutefois être la solution à tous nos problèmes. Des réformes structurelles afin d'améliorer la compétitivité de nos économies sont nécessaires. Je sais que le sujet est d'actualité en France et j'espère que les propositions que j'ai écoutées seront considérées attentivement. Enfin, la discipline budgétaire et la maîtrise des dépenses publiques sont également indispensables pour remettre l'économie européenne sur les rails. Nous avons toutes les cartes en main. La BEI est un atout inconnu et prête à être utilisé par nos dirigeants astucieusement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour... on va rajouter Chantal Guittet. Merci pour cette introduction. Je pense qu'on va déjà prendre 2 ou 3 questions et puis monsieur, vous répondrez tous les deux, j'allais dire, selon ce qui vous paraîtra. Donc, on va commencer par Madame Marie-Louise Faure, la première qui a... Merci. Je m'éloigne un petit peu de votre... oui, je peux y aller parce que... Bon. Je m'éloigne un tout petit peu de ce que vous venez d'énoncer. Je pensais être plus loin dans les questions. Je travaille avec une autre collègue sur le juste échange et la réciprocité entre les États. Vous venez de parler des investissements que vous aidez au niveau des PME. Quel est votre sentiment en tant que responsable de cette banque sur le sujet du juste échange, de la réciprocité par rapport au maintien de nos PME au niveau européen? Si vous voulez, on va peut-être prendre 3 questions. Oui. Et puis voilà. Donc, Chantal Guittet. Ah, pardon, excusez-moi. Au sujet des investissements, donc, vous allez financer pour essayer de rétablir la croissance. Je voulais savoir d'abord quels étaient les critères de choix. Comment est-ce que c'est contrôlé par nos institutions, puisque la banque est indépendante, et donc est-ce qu'il y a un risque pour les États de vouloir s'initier, puisque ce sont eux qui financent en fait l'augmentation de capital. Donc en fait, je voulais savoir un peu, que vous avez parlé de projets français, comment ils étaient choisis, sur quels critères, et quel contrôle pouvaient avoir des parlementaires comme nous sur le choix des investissements. Si contrôle il peut y avoir. Voilà. Merci. Jean Leonetti. D'abord, permettez-moi de saluer très amicalement Werner Hoyer et le remercier pour l'accueil qu'il m'a fait il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il était ministre des Affaires européennes. Je voudrais lui poser une question que nous avions débattu à l'époque, et en particulier sur les project bonds. Est-ce que ces project bonds on sait le champ d'application? Est-ce qu'ils seront privilégiés lorsqu'ils ont un financement et lorsque le projet est un projet
de niveau européen ou transfrontalier. Autrement dit, est-ce que les transports transeuropéens seront favorisés par rapport à des projets qui seraient des projets purement nationaux? Est-ce que dans le saut numérique indispensable pour la croissance et pour l'emploi au niveau européen, est-ce que les project bonds vont aussi être un levier important pour l'avenir? Et enfin, comme il nous a mis un tout petit peu l'eau à la bouche en passant le relais discrètement à notre vice-président, il poserait la question, quels sont les project bonds français dans les tiroirs et en cours de projet? Merci bien. J'ai encore 2 orateurs inscrits, donc si vous voulez bien, on va prendre toutes les questions et vous ferez une première série de réponses, Monsieur le Président. Donc Pierre Lequillet, qui était le président de la Commission des Affaires européennes dans le précédent mandat. Oui, à mon tour, je voudrais saluer Bernard Hoyer. Je voudrais prolonger les questions qui ont été posées par Jean Leonetti en demandant d'abord quel est le montant des project bonds que vous pensez pouvoir créer dans toute l'Europe et sur la France. Et deuxièmement, on parle beaucoup de la multiplication de la capacité d'investissement de la BEI. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accroissement de la capacité de l'intervention de la BEI? Merci. Alors, il nous reste 2 orateurs, en fait, parce que ça se rajoute. Et puis, mais on va, après Christophe, on arrête cette première série de questions. Donc, Arnaud Richard, qui est co-rapporteur du Pacte de croissance. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur Fontaine-Ville, mes chers collègues. Moi, j'aurais quelques questions. D'abord, je trouve intéressant que le Président finisse par l'utilisation astucieuse de la banque. J'en ai été témoin avec Jean-Louis Borloo, dont j'étais longtemps le collaborateur, qui a toujours été un grand utilisateur comme ministre, mais comme élu local à Valenciennes aussi de la BEI. Et on a fait des choses formidables grâce à la BEI, que ce soit sur la rénovation urbaine, sur la transition énergétique ou sur le financement de la voiture verte. Donc, un énorme satisfecit à la qualité du travail qu'on a pu avoir avec la BEI. J'aurais une petite question pour bien comprendre la raison de l'augmentation de capital. Est-ce que c'est dû à une pression amicale des agences de notation ou à une volonté de revenir au niveau de financement qui était celui de 2009? Ça, c'est une première question sur laquelle je ne mesure pas exactement la raison technique. Au-delà de la volonté d'accompagner le pacte de croissance. Et puis l'autre, c'est sur les effets de levier, sur les project bonds en particulier, comment vous passez de 230 millions d'euros à 4 milliards, voilà, comment vous construisez cet effet de levier. Merci bien. Et Christophe Carèche, qui est rapporteur d'une résolution sur l'article 13 du traité. Non, mais j'ai lu quelque part que, je prolonge un peu la question qui a été posée, qu'il pouvait y avoir une menace sur la notation de la BEI. Qu'en est-il exactement, compte tenu de la situation en Europe? Donc je voulais que vous nous disiez un peu où vous en étiez par rapport à ça. Und jetzt mache ich ernst. Sérieux, nous passons à l'allemand. Et maintenant, je vais le jouer sérieusement. Erlauben Sie mir, dass ich jetzt aus vollem Herzen und etwas spontaner spreche und dafür dann mich lieber in meiner eigenen Sprache bewege. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, als ich versucht habe, die französische Sprache zu ruinieren. De m'avoir permis tout d'abord de commencer en français et d'écorcher votre belle langue. Alors, avant d'entrer dans le détail de vos questions, je voudrais peut-être faire quelques remarques d'ordre général qui me semblent nécessaires sur la base de toutes les questions qui m'ont été posées. Lorsque, au mois de décembre dernier,
Außenministeriums Deutschlands gegenüber dem Haushaltsausschuss des Bundestages verteidigen musste. J'ai dû défendre au Bundestag le projet de budget du ministère des Affaires étrangères. J'ai appris que je venais d'être nommé à la présidence de la BEI et mes collègues de la commission budgétaire, qui étaient déjà membres depuis longtemps, m'ont félicité pour ma nomination à Londres. C'est-à-dire que cette banque, qui a son siège au Luxembourg, n'est finalement pas suffisamment connue de la plupart des députés, autant que l'autre banque qui a son siège à Londres, et pourtant c'est une banque importante pour nous. Cette banque, dans les négociations, elle a été créée à l'époque des traités de Rome à l'initiative du ministère des Finances français et du ministère allemand qui était à Bonn à l'époque. On voulait à l'époque développer une sorte de plan Marshall pour l'Italie et c'est devenu ensuite la Banque européenne d'investissement avec l'idée de permettre des financements à long terme pour des projets importants qu'il était difficile de financer sur les marchés internationaux. Donc nous en venons à l'idée qu'il fallait suivre les objectifs de la construction européenne qui étaient ancrés dans le traité de Rome, d'abord dans le traité de Rome, puis dans le traité de Lisbonne avec des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que la banque a pour mission de s'efforcer de permettre la convergence des économies européennes. C'est bien sûr une mission essentielle. La solidarité est notre objectif premier et il faut essayer de promouvoir les régions les plus faibles économiquement. Malgré tout, nous devons, en tant que représentants de la banque vis-à-vis de nos actionnaires, nous devons être très prudents. Il ne faut pas qu'on se méprenne sur nos objectifs. Nous ne sommes pas la banque de la zone euro. Nous ne sommes pas la banque des 5 pays qui définissent les programmes. Non, nous sommes la banque des 27 pays membres de l'Union européenne. Et nous devons expliquer ça à nos actionnaires. Et évidemment, on m'a dit, mais à Stockholm et à Londres, à quoi cela nous sert si vous augmentez le capital de la BEI et que vous ne faites que des projets en Grèce ou en Espagne? Donc il faut trouver un certain équilibre. L'objectif de la convergence, c'est bien sûr d'aider les régions les plus défavorisées, et cela nous impose d'être particulièrement actifs dans ces régions, mais nous ne devons pas perdre de vue l'équilibre général. Et donc la question de la réciprocité est une question difficile, une question qui me paraît extrêmement délicate. Je trouve qu'il est absolument indispensable que nous soyons représentés partout, en particulier pour une banque qui est obligée de se refinancer sur les marchés des capitaux. Donc il est important d'avoir des projets dans tous les pays parce que c'est très important pour la qualité de notre portefeuille de projets. Mais il est absolument indispensable de ne pas perdre de vue la situation dans les pays qui ont le plus de problèmes, qui ont des faiblesses structurelles, et cela veut dire que nous ne devons pas nous laisser imposer un critère de quota. Dans l'histoire de l'Union européenne, on a trop souvent parlé de juste retour et de quotas. Si on s'en tient à ces critères-là, on ne peut pas répondre à notre objectif premier qui est la solidarité. C'est un équilibre très difficile à trouver, je le concède, mais nous devons y parvenir. Alors, on parlait de cette recapitalisation de la BEI. Et nous avons réussi à augmenter notre capital parce que les pays membres ont bien vu que nous avions fait des efforts considérables après l'effondrement de Lehman Brothers et que nous avions réussi à thésauriser des économies et que ça nous a donné cette marge de manœuvre. Alors, ces critères bancaires, d'effet de levier, etc., la banque ne peut pas rester à ce niveau. Donc, il fallait, au cours des 2 dernières années, je vous l'ai dit tout à l'heure, diminuer le volume des crédits accordés. Et ça, c'est une décision qui nous a été donc imposée par les gouverneurs. Évidemment, ça allait à contre-courant de ce que je souhaitais faire, parce que après une catastrophe comme celle de Lehman Brothers, après une catastrophe des dettes souveraines,
il faut pouvoir aller de manière contre-cyclique face à cette situation et essayer d'avoir davantage de projets. Mais à l'époque, les choses n'étaient pas prêtes, compte tenu de la situation politique en Europe à l'époque, et on s'est concentré sur la BEI. Et on a essayé de combler une lacune. On savait que sur les 232 milliards de capital de la banque, il n'y avait que 11 milliards de capital versé. Mais on savait qu'à cela venaient s'ajouter les bénéfices des 15 dernières années d'activité, parce que, évidemment, la BEI ne distribue pas de dividendes et donc nous avions accumulé des profits. Sur cette base, nous n'aurions donc pas pu toutefois élargir notre portefeuille. Et j'ajoute, bien que ça ne soit pas notre sujet, vous savez que 10% de nos activités se font à l'extérieur de l'Union européenne. Ça fait partie donc de la politique de développement. Et là aussi, nous sommes sous pression. Le Parlement européen nous demande de ne pas négliger cette partie de notre activité. La question des agences de notation, bien sûr, s'inscrit dans ce contexte, mais elle n'est pas fondamentale. Évidemment, je ne suis pas ravie du rôle prédominant que jouent les agences de notation en Europe et dans le monde. Mais, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons face à face régulièrement avec les agences de notation quand ils ont vérifié les comptes et qu'ils veulent avoir une discussion sérieuse avec le président. Et je dois dire que je suis quand même toujours frappée par la compétence et le sérieux de ces responsables des agences de notation. Ce qu'ils font après, le pouvoir qu'ils peuvent exercer avec leur notation, ça c'est une autre question. Alors, il y a quand même plus important que le problème des agences de notation. C'est la question de savoir quel regard nos investisseurs jettent sur tout cela. L'augmentation du capital de la BEI va nous permettre dans les années à venir de réaliser 20 milliards d'investissements supplémentaires sur la base de nos ressources propres et donc au cours des 3 années à venir de prêter 180 milliards de plus. Mais il faut que ce soit refinancé sur le marché des capitaux. Et bien sûr, cela dépend de la confiance des investisseurs dans la BEI. Alors, vous comprendrez que c'est quelque chose d'assez délicat. C'est une opération risquée. Parce que la moindre marque maladroite sur l'état de la banque peut immédiatement fragiliser tout l'équilibre et nous rendre moins attrayants. Donc, nous devons être extrêmement prudents. Et la question qui se pose, c'est la question des critères qui président au choix des projets. Et c'est quelque chose de tout à fait capital. Je vous ai dit que nous sommes obligés de nous en tenir aux objectifs des traités de Rome et de l'Union européenne. Le Conseil européen, au mois de juin dernier, a obligé les pays membres et les banques de se soucier de croissance et d'emploi. Et donc, il est très important pour nous, il est très clair pour nous que nous devons développer des activités en ce sens. Au-delà de cela, l'Union européenne a pris l'engagement, dans le cadre de l'évolution du réchauffement climatique, de respecter un certain nombre d'objectifs. Et nous devons aussi contribuer à ces objectifs du millénaire. Il y a donc des projets qui doivent permettre à l'Union européenne de respecter les objectifs du millénaire. C'est des objectifs qui sont prioritaires. Ça représente à peu près 25% de nos programmes. Pour ce qui a trait à l'emploi et à la croissance, il est important, d'après moi, de préserver également un équilibre entre le point de vue à court terme et le point de vue à long terme. On a besoin d'une réaction rapide sur le marché de l'emploi, mais il faut que ça soit durable, qu'on puisse tenir sur plusieurs années. Et donc, l'aspect de l'innovation est pour moi essentiel. La capacité des pays de l'Union européenne en matière d'innovation doit être préservée et accrue si l'on veut pouvoir être actif sur les marchés économiques dans les années à venir. Donc il faut soutenir la recherche et le développement et nos entreprises dans tous ces domaines.
innovants. Alors les petites et moyennes entreprises, pour la BEI, c'est aussi un secteur extrêmement important. L'an dernier, nous avons soutenu 120 petites et moyennes entreprises dans toute l'Europe. 120 000, pardon, 120 000, c'est bien sûr énorme. Malgré tout, c'est peu. Et nous allons continuer à nous occuper de ce secteur. C'est à peu près un quart de l'activité de la banque, ce soutien aux petites et moyennes entreprises. Si aujourd'hui vous allez dans le sud-est de l'Europe, pas seulement la Grèce, et que vous faites face au patron d'une petite ou moyenne entreprise qui peut-être produit un produit qui va être exportable sur le marché mondial, il ne pourra pas emprunter de l'argent aux banques nationales pour pouvoir développer son produit et pour, par exemple, pouvoir amener sa production à l'aéroport et l'exporter. Donc la BEI travaille là, main dans la main, avec les banques nationales, qu'elles soient privées ou publiques, pour aider ces petites et moyennes entreprises. Voilà, ça c'est quelques aspects qui sont importants pour les critères de choix. Alors il y a aussi, bien sûr, les critères techniques, mais avec toujours des arrière-plans politiques. Notre tâche, ce n'est pas d'évincer les banques privées ou publiques. S'il y a un financement sur place qui est possible, pas la peine d'aller chercher la BEI. Mais pour tous les grands projets d'infrastructure sur le long terme, c'est difficile de travailler avec les seuls moyens des banques publiques et privées sur place. Donc, si vous pensez par exemple à ces grands réseaux de transport transfrontaliers ou au réseau de transport d'énergie, au réseau à large bande, toute l'infrastructure de transport, tout ce qu'il va falloir faire dans les décennies à venir, eh bien, il faut bien voir qu'il s'agit là d'un financement sur le long terme, même le très long terme. Alors, les banques doivent respecter les critères de Bâle III et vous savez que c'est très difficile pour elles. Et à ce moment-là, une banque comme la BEI est particulièrement adaptée pour répondre à cette demande. À cela s'ajoute donc la question de savoir quels sont les nouveaux instruments dont nous disposons. La banque, avec la Commission, le Conseil et le Parlement européen, a développé de nouveaux instruments, entre autres pour permettre un meilleur écoulement des fonds structurels. Au-delà de cela, nous avons cherché comment financer les grands projets d'infrastructure européens. Ces fameux project bonds sont un nouvel instrument au service de l'Union européenne, un instrument supplémentaire. Et cet instrument des project bonds, qui repose sur une volonté politique forte, va devoir faire ses preuves sur les marchés financiers. Ce qui comptera, c'est que les acteurs du marché financier acceptent ce nouvel instrument. Les émissions se font par l'intermédiaire des acteurs de projet et la garantie est apportée par la Commission européenne et la BEI. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces project bonds soient un instrument qui fonctionne. Mais ça ne va pas de soi. Parce qu'en fait, cet instrument est en concurrence avec d'autres moyens de financement. Et nous devons persuader les investisseurs européens et non européens qu'il s'agit là d'un instrument de qualité et de valeur parce qu'ils ont d'autres possibilités. Et, par exemple, au sein de notre banque, ils ont la possibilité d'acheter des obligations classiques. Et l'an prochain, nous allons aller chercher 80 milliards sur les marchés des capitaux. Donc le Project Bond, c'est un instrument complémentaire et je sens bien dans les semaines dernières que nous devons essayer de toucher un nouveau groupe d'investisseurs. Pour cela, bien sûr, il est évident qu'il faut que la qualité de nos projets soit exceptionnelle. On ne peut pas se permettre de faire des bids. Ce n'est pas possible. Il faut que ça marche. Ce que je regrette personnellement, c'est que dans la première phase, cet argument de la sécurité ait été tellement mis en avant. Lorsque j'ai expliqué à différents chefs de gouvernement ce que la Commission voulait faire avec cette idée de Project Bonds, il y a eu une forte déception un peu partout. Madame Merkel, tous les autres, Monsieur Monti, etc., tous étaient d'avis que c'était un instrument
pour financer les pays qui avaient le plus de difficultés et en particulier pour financer tout ce qui était transfrontalier. Mais ça ne sera possible que de façon limitée parce que la Commission veut d'abord s'assurer que les choses vont fonctionner. L'heure de vérité va sonner plus tard, lorsque nous aurons garanti dans la phase pilote que ce système fonctionne. À ce moment-là, dans le nouveau cadre, nous passerons au nouveau cadre financier de l'Union européenne et on parlera à ce moment-là de grands investissements. Ces grands investissements, je laisserai tout à l'heure mon ami Philippe en parler et présenter ses projets pour la France, mais pour ce qui se fera donc dans le cadre financier, moi, je ne ferai pas de pronostic. Je ne sais pas comment les collègues du Parlement voient les choses. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un cadre financier. La situation est tellement difficile maintenant que le Conseil européen, au mois de novembre, ne s'attend pas à ce que l'on arrive à des conclusions sur le nouveau cadre financier. Donc, on va se trouver dans les limbes pendant un certain temps et on ne saura pas exactement où on va. S'il n'y a pas d'accord sur ce point, il y aura chaque année le problème de réadopter le budget et comment pourra-t-on financer la croissance et les innovations. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nous ne serons pas à même, à ce moment-là, de nous attaquer à de nouvelles dimensions, à de gros projets. C'est pour ça que c'est si important. Si vous parlez avec des commissaires, bon, les collègues du Parlement européen pourront me confirmer, la situation est vraiment très bloquée. Alors, il y a les réseaux de transport, les réseaux d'énergie, les réseaux à large bande, toutes les technologies de l'information. Et là, il y a une concurrence énorme entre ces projets et on n'a pas décidé, on n'a pas tranché. Donc, je suis obligée de hisser le drapeau blanc et de dire, pour le moment, je ne peux pas répondre à la question. Alors, maintenant, je vais peut-être passer la parole à Philippe de Fontaine-Vive, qui va dire ce que la France pourra retirer de tous ces projets de la BEI. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Peut-être qu'avant que votre collègue intervienne, notre deuxième co-rapporteur sur le pacte de croissance, Razia Madi, vient d'arriver et je crois qu'il a quelques questions complémentaires à vous poser, ce qui permettra du coup de compléter les réponses de façon très brève, puisque vous avez... Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, excuse pour mon retard qui, en tout cas pour ce qui concerne Paris, n'a rien à voir avec le retard dans le domaine de la modernisation des infrastructures que vous financez au quotidien. Première question, elle a attrait avec les activités de sourcing de la Banque européenne d'investissement. 10 milliards de recapitalisation. La question qui est posée, la BEI n'intervenant pas en prêteur entier, mais en général à parité, y a-t-il, dans le contexte actuel, aujourd'hui, suffisamment de projets à financer? Deuxième chose, sur cette capitalisation supplémentaire de 10 milliards, nous savons que des préconisations ont été données à la BEI par les gouverneurs, notamment dans cette volonté de dire nous ne voulons pas de projets financés à l'étranger sur cette part-là de recapitalisation. Est-ce confirmé? Est-ce vrai? Et est-ce que le Conseil des gouverneurs du 20 novembre peut revenir sur ce sujet, d'autant qu'au regard du contexte politique méditerranéen, mais y compris économique, il peut être utile pour l'Europe, comme le fait d'ailleurs d'ores et déjà la BEI à hauteur de 10%, d'investir dans le cadre de politiques de voisinage. Voilà principalement les deux questions qui sont les miennes. Monsieur de Fontaine, je pense que ça va compléter. Puis peut-être que Monsieur le Président reprendra sur ces questions-là. Ich mache das ganz kurz, weil das kann Herr Fontaine-Vive sowieso bestens in seiner Kapazität auch beantworten. Philippe de Fontaine-Vive pourra répondre de toute façon très complètement. La première question que vous soulevez me pose vraiment un gros problème. Nous sommes à même d'augmenter nos financements de 43% l'an prochain, mais je ne pense pas que nous pourrons le faire effectivement en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Mais là où les défis sont les plus gros, je me fais quand même aussi du souci pour les projets. Depuis beaucoup d'années, j'ai un très bon contact avec Mario Monti. Et si lui se plaint qu'en Italie, il faut quand même que les choses aillent plus vite et qu'on avance davantage,
Je puis que lui dire, mon cher Mario, caro Mario, 85% de nos projets en Italie sont en Italie du Nord. La banque a été créée pour le Mezzogiorno et là, vous n'avez aucune idée à nous proposer. Donc, de notre point de vue, l'attitude de la banque doit se modifier. Il faut que nous soyons plus dynamiques. Il faut que nous allions vers nos clients et que nous les aidions à mettre en place les projets. Mais le risque, nous ne pouvons pas permettre d'avoir des projets qui nous font courir des risques parce qu'il y a le contribuable, la Cour des comptes, le Parlement européen qui nous contrôle. Et puis, il ne faut pas oublier que les investisseurs, sinon, ne joueront plus le jeu. Donc, votre question va droit dans le mille. Il faut effectivement que nous soyons plus créatifs dans le développement de nouveaux projets. Et cela signifie que l'une des qualités de cette banque doit être de bien peser le pour et le contre de chaque projet. Et en fait, nous avons une très grande capacité de consulting, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. Quand je suis arrivée, j'ai été vraiment très étonnée. J'avais l'impression d'être entourée d'ingénieurs et de scientifiques, beaucoup plus que de financiers. Et en fait, ça, c'est la grande force de cette banque. La Commission européenne, souvent, n'est pas à même d'évaluer la qualité technique d'un projet, alors que nos ingénieurs à la BEI le peuvent admirablement. Et c'est ça dont les pays de la périphérie de l'Union européenne ont besoin de manière urgente. Alors, sur la question du voisinage, je pense que Philippe pourra y répondre. Hein? Peut-être un mot d'abord sur le voisinage et ensuite sur la France, les activités et en particulier les project bonds qui avaient retenu votre attention. Sur le voisinage, il est clair que nous avons une mobilisation très forte à l'heure actuelle, mais que les enveloppes financières qui sont dédiées à la Méditerranée ou aux voisins de l'Est sont distinctes de celles qui viennent de l'augmentation de capital qui est vraiment dédiée au soutien à la croissance et à l'emploi en Europe. C'est vraiment deux sources de financement différentes et donc avec l'augmentation de capital de la BEI, nous allons essayer de maintenir ce 10%, mais essayer. Donc s'il y a une vitalité très forte de nos activités au sein de l'Union européenne, cette quotité baissera mathématiquement. Ce qui n'empêche pas une mobilisation constante. Pour donner un exemple très simple, Werner sera la semaine prochaine pour la première réunion de la Task Force Union européenne-Égypte. Ce sera un événement au Caire avec un projet qui retiendra, je suis sûr, votre attention, qui est la signature du financement du métro du Caire. Et moi-même, j'irai en Tunisie et au Maroc où on accompagne la démocratisation en cours de ces pays. Et donc on est mobilisé, mais avec des enveloppes financières différentes. Pour revenir à la France et à ce qui est attendu dans le cadre de l'augmentation de capital de la BEI avec nos outils traditionnels, comme ça je parlerai un petit peu plus tard des project bonds qui sont à part, je crois qu'il y a 4 têtes de chapitre qui sont importantes à avoir à l'esprit. La première, et c'est de pleine actualité, même si on ne l'a pas fait exprès en programmant cette audition aujourd'hui, c'est le soutien aux petites et moyennes entreprises auxquelles Werner a déjà fait référence tout à l'heure. Nous avons modernisé, simplifié considérablement nos produits, mais nous sommes totalement ouverts à rechercher tous les moyens, soit par la BEI, soit par notre filiale qui s'appelle le Fonds européen d'investissement, qui apporte, lui, non pas des prêts, mais des garanties et des contributions au capital investissement, à participer. Et pas plus tard que ces derniers jours, nous avons proposé à Pierre Moscovici et à Jean-Pierre Jouyet, en tant que président désigné de la Banque publique d'investissement, de conclure tous les accords qu'ils souhaiteraient pour co-investir, cofinancer, refinancer, travailler ensemble. Donc c'est un projet d'envergure pour le début de l'année prochaine. La deuxième tête de chapitre qui me semble importante, ce sont les infrastructures qui demandent, comme le disait Werner tout à l'heure, des financements longs. Vous savez certainement que tout ce qui est grand transport public en France, c'est-à-dire les grandes lignes de TGV ou pratiquement toutes les lignes de tramway, une a été citée tout à l'heure, mais bien d'autres auraient pu être citées, ont été financées partiellement par la Banque européenne d'investissement et nous ressentons
conforme à votre question sur le sourcing, un besoin de marché très important de la part des collectivités locales. J'étais il y a 15 jours à l'Assemblée des régions de France. Clairement, nous sommes parmi les derniers avec le groupe Caisse des dépôts et consignations et les équivalents KfW en Allemagne, CDP en Italie, etc., à pouvoir offrir des financements de 20, 30, 40 ans pour accompagner ce virage écologique et économique, pour avoir des grandes infrastructures, y compris transfrontalières, qui soient efficaces. Nous réfléchissons également à l'heure actuelle sur ce chapitre des grandes infrastructures avec Marisol Touraine à un plan de financement des hôpitaux 2012-2020 parce qu'on est dans cette logique d'étaler la charge justement du remboursement des investissements nécessaires. La troisième tête de chapitre qui me semble importante et qui pourra être renforcée grâce à l'augmentation de capital, c'est tout ce qui relève des nouvelles énergies. Nous avons lancé de nombreuses lignes de crédit, soit avec les régions, soit avec les banques commerciales, des incitations à développer les énergies renouvelables. Et pour nous, c'est un des objectifs européens majeurs, créateurs d'emplois locaux et de modernisation. Et donc nous allons continuer sur ce registre, région après région. Nous développons le recours à l'éolien, au solaire, peut-être dans certaines conditions à la biomasse. Et enfin, dernière tête de chapitre, pour ne pas être trop long, Werner l'a cité, c'est la recherche et l'innovation. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Les derniers exemples que vous avez pu voir dans l'actualité étaient sur le financement de programmes de développement de voitures électriques avec plusieurs constructeurs, avec les programmes de modernisation de flotte aérienne pour avoir des moteurs plus efficients, de nouveaux produits pharmaceutiques avec les laboratoires Pierre Fabre. Nous essayons de trouver tous les interlocuteurs possibles, avec la limite qui est que nous savons bien intervenir sur les acteurs de grande taille, vu les montants dont nous parlons. C'est plus difficile sur les entreprises dites de taille intermédiaire. Et donc là, avec Werner, nous avons lancé il y a 15 jours au niveau européen un sondage de marché. Donc nous interrogeons dans tous les pays européens les acteurs, ceux que nous avons déjà financés ou ceux que nous n'avons pas réussi à financer jusqu'à maintenant, y compris les universités et les centres de recherche, pour savoir quel serait le type de soutien qu'ils attendraient de notre part. Et ceci aura lieu jusqu'au mois de février prochain et nous espérons revenir à Paris, faire une conférence à Bercy sur ce sujet fin février pour essayer de nous mobiliser particulièrement sur ce sujet innovation. Le mot d'innovation me permet de passer à l'innovation financière que sont les project bonds. Comme l'a dit Werner, on est dans une situation complexe. Il faut bien l'avoir en tête. C'est une très belle ambition, mais on est dans une phase difficile. C'est une très belle ambition puisque ça consiste à dire, avec la disparition des sociétés de rehaussement de crédit, le marché ne vient plus facilement, naturellement, habituellement financer des grands projets parce que les projets eux-mêmes sont trop mal notés puisqu'ils ne sont plus confortés par des agences de rehaussement de crédit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et toute l'idée des project bonds, c'est avec des moyens budgétaires de la Commission européenne et l'expertise financière de la BEI, apporter du rehaussement de crédit pour pouvoir améliorer la notation financière d'un projet, ce qui le rend acceptable pour des investisseurs professionnels. Si ceci fonctionne, ça permettra d'avoir un effet de levier, puisque vous avez posé la question, plus important que celui de nos activités traditionnelles, puisque vous avez entendu 10 milliards d'euros d'augmentation de capital permettent de prêter 60 milliards d'euros, et donc en moyenne, ceci permettra de financer 180 milliards d'investissements nouveaux. Donc, quand nous prêtons 1, nous avons un effet de levier de 3 en moyenne avec nos prêts. Avec les project bonds, si les tests de marché auxquels nous allons procéder se confirment, nous espérons pouvoir avoir un effet de levier de l'ordre de 18, parce que nous financerons moins de 20% de la prise de garantie. Donc il y aura 80% de financement obligataire sans nous, et grâce au financement bancaire par ailleurs et en fonds propres, on a ainsi un effet de levier de 18. Mais encore faut-il réussir les premiers cas, ce que Werner a expliqué tout à l'heure.
Et on est dans cette situation difficile à l'heure actuelle que nous sommes, sous le contrôle des parlementaires européens, à la fin des perspectives financières actuelles. Donc il n'y a plus beaucoup d'argent dans le budget européen. Et donc la Commission européenne n'a réussi à dégager que 230 millions d'euros pour l'ensemble de l'Europe. 200 millions pris sur le budget des transports transeuropéens, 10 millions d'euros pris sur les réseaux transeuropéens d'énergie et 20 millions d'euros pris sur les budgets pour le déploiement des réseaux à haut débit. 230 millions d'euros seulement. Et donc, en accord avec la Commission européenne, nous devons nous limiter dans une première phase à des, entre guillemets, relativement petits projets. Parce que si nous mettions ces 230 millions d'euros sur un ou deux projets, ça ne serait pas probant, puis ça donnerait lieu à des débats un peu complexes sur pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-là plutôt qu'un autre. Donc, on se limite à des projets qui, a priori, ne devraient pas dépasser de façon unitaire 200 millions d'euros. Et donc, ceci nous permettra peut-être d'aller jusqu'à une dizaine de projets dans l'ensemble de l'Europe, qui doivent être donc limités pour l'essentiel au secteur des transports, puisque 200 millions sur les 230 millions viennent du secteur des transports, vraisemblablement un projet dans le domaine de l'énergie et quelques projets dans le déploiement des réseaux de haut débit. Pour ce qui concerne la France, puisque vous avez posé la question, à l'heure actuelle, nous sommes en train de regarder deux projets autoroutiers qui sont ceux qui sont les plus habituellement connus dans le marché, qui permettraient d'élaborer la documentation nécessaire. C'est la même chose en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, où ce sont des projets également de ce type qui sont en cours d'instruction. Et quand nous disons avec Werner qu'ils sont en cours d'instruction, ce qu'il a dit tout à l'heure est important. Ce n'est pas nous qui allons décider si les porteurs du projet choisiront ce mode de financement ou pas. Pour eux, c'est compliqué de se lancer dans une documentation nouvelle pour leurs avocats, pour leurs conseillers fiscaux. Donc, c'est d'une grande complexité. Il faut qu'on en réussisse quelques-uns. Et nous regardons également en France deux initiatives régionales de déploiement de réseaux à haut débit dans le Limousin et en Auvergne. Donc, nous espérons que ceci pourra déboucher dans le courant de l'année 2013, puisque en 2014, sous réserve de ce qui va se passer au niveau du budget européen, c'est là qu'il y aura l'heure de vérité. Est-ce qu'on veut donner ou non à cette initiative des Project Bonds une dimension financière qui serait bien supérieure et qui permettrait alors de traiter des projets transeuropéens très significatifs parce qu'on aurait une ressource budgétaire européenne suffisante et non pas les 230 millions d'euros pour la phase pilote qui s'arrêtera fin 2014 pour l'instruction des projets. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, très court parce que Es ist eine Frage der Projektqualität. C'est une question de la qualité du projet. Et nous sommes intéressés de réussir avec cette initiative. C'est pourquoi il n'y a pas une position des ayatollahs en ce qui concerne les dimensions. De façon très brève parce que le niveau aujourd'hui il y a 230 millions, c'est très insuffisant. Combien faudrait-il par an pour qu'on ait un financement des infrastructures au niveau européen qui soit satisfaisant, quoi, le minimum. C'est pas le projet lui-même, c'est le volume disponible. Cher Jean, ich werde diese Frage nicht beantworten. Parce que wir haben ein herausragendes Interesse. Nous avons Innovation, un intérêt primordial à développer les innovations, l'emploi, à lutter contre le réchauffement climatique et à accroître la croissance. Et nous devons chercher les meilleurs instruments de financement possibles pour ce faire. Et nous avons maintenant un nouvel instrument.
Et on n'a pas seulement un mandat de nos donneurs d'ordre, mais on a aussi vraiment un intérêt propre en tant que BEI à faire fonctionner les choses. Si ce nouvel instrument ne devait pas fonctionner aussi bien que nous l'espérons, on aura bien sûr d'autres instruments pour essayer de faire en sorte que l'emploi se développe. Et si à ce moment-là, on se dit, bon, ben, ça revient à un PPP, un partenariat public-privé, bon, je ne peux pas dire encore exactement ce que ce sera. Le deuxième point, c'est cette grande incertitude sur le budget européen. Nous avons commencé tous les deux dans un groupe de personnes qui avaient à peu près la même position. Nous avons essayé de travailler ensemble sur les aspects franco-allemands et nous avons vu que c'était très difficile. Et c'est encore plus difficile maintenant après la décision de la semaine dernière des Britanniques. Donc moi, je ne peux pas répondre. Hein. J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question, mais j'aimerais bien savoir moi-même la réponse. Et il faudrait que je sache quelles seront les répartitions entre les différents instruments financiers. Donc je ne peux pas donner une réponse sérieuse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous arrivons au terme de notre petit déjeuner parce que vous avez d'autres obligations. Nous en avons aussi. Hein. Par exemple, à l'étage au-dessous, nous avons une commission des affaires étrangères qui commence. Donc, merci beaucoup à vous de nous avoir éclairés. Certes, il reste des incertitudes. La question de Jean Leonetti vient de le prouver. Mais je crois que dès que vous aurez du temps, nous aurons plaisir à vous redemander de venir travailler avec nous pour voir justement si les projets avancent. Moi, je suis assez ravie en tant qu'auvergnate de voir que celui sur le haut débit continue bien son chemin. Merci à vous tous en tout cas et j'espère que nous aurons d'autres occasions de travailler ensemble. Merci beaucoup.